Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale horreur, octobre, etc. Alors sachez que pour le petit fun fact, je filme pas du tout en octobre puisqu'on est en septembre, mais j'ai de la chance puisque aujourd'hui il pleut, donc du coup je suis un peu plus dans le mood parce que du coup j'ai froid, donc je vais mettre un pull et ça fait vraiment ambiance horreur et tout, même si on n'est pas dedans parce que je préenregistre cette vidéo un mois avant qu'elle sorte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo des pires histoires Reddit. Alors il y aura un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des histoires, des bugs dans la Matrix, c'est-à-dire des sortes de dimensions parallèles, etc. Des choses étranges. J'ai un peu tout rassemblé, on va dire que c'est les choses les plus étranges de Reddit. Donc installez-vous confortablement, mettez-vous dans l'ambiance, prenez un thé, etc. Mettez-vous dans le noir et écoutez cette vidéo. C'est parti, let's go! Alors, pour cette première histoire, nous allons débuter avec un bug dans la Matrix. Donc, l'utilisateur a nommé son histoire « Je suis allé dans une autre dimension, point d'interrogation ». Donc du coup, je vais beaucoup lire mon téléphone, je m'en excuse, je vais essayer quand même de vous regarder dans les yeux. Alors, elle commence par dire la chose la plus inexplicable qui m'est arrivée, qui ne me soit jamais arrivée, et j'y repense souvent. Petit disclaimer, nous n'étions sur l'influence de rien, donc elle n'avait pas pris de drogue ou d'alcool. C'est arrivé quand j'avais environ 16 ans. Il y a 10 ans, j'habitais dans une petite ville du désert au milieu de nulle part. Tout le monde se connaissait et c'était très soudé. Ma meilleure amie, je l'appellerai Tina, on va dire, était très proche de ma mère puisqu'elle était toujours là. C'était comme une sœur. Elle était à la maison avec nous un soir, avec mon autre bonne amie, qui était aussi ma voisine à l'époque, appelons Serena. Donc Tina passait la nuit et regardait un film dans notre salon avec ma mère. Serena et moi étions allés dans mon jardin et on discutait. On traînait dehors comme des ados. On était dehors peut-être 15-20 minutes avant que Serena ne décide de rentrer chez elle car il se faisait tard. Elle est rentrée chez elle juste à côté et je suis rentrée à l'intérieur annonçant à ma mère et à Tina que j'étais fatiguée et que j'allais me coucher. Donc elle est rentrée chez elle à son tour pour aller se coucher. Je me suis endormie et je me suis réveillée le lendemain matin, normalement. Et quand je suis rentrée dans le salon, ma mère et Tina avaient l'air confuses et ont commencé à me demander où j'étais passée toute la nuit. J'ai raconté la séquence de la nuit et j'ai expliqué que je m'étais simplement endormie. Donc elle a dit qu'elle était pas allée sortir avec Serena, qu'elle l'avait raccompagnée et qu'elle était rentrée, et enfin voilà ce qui s'était passé. Et elles ont affirmé que je n'étais pas dans la pièce et qu'elles ont secoué les couvertures et ont cherché partout. Elles sont même sorties dehors pour me chercher, ainsi que Serena, et ont même fait le tour du quartier en criant mon nom. On était introuvables. Elles ont pensé que je m'étais faufilée dehors, parce que c'est ce que font les ados. Mais je ne me suis jamais faufilée dehors. Ma mère me laissait beaucoup de liberté si je voulais partir. Donc me faufiler dehors ne serait même pas quelque chose que je ferais. Mon amie, Serena, a confirmé qu'elle était rentrée directement chez elle, et moi aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue. Voilà pour cette première histoire. Dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur est aussi arrivé. Et quelles sont vos hypothèses à vous ? Moi, je pense peut-être que c'est plus du côté de la mère et de l'amie qui ont bugué, en mode genre, quand elles sont sorties, la première fois, elles l'ont cherché et après elles sont revenues et elles ont bugué. Mais on dirait que ça s'est passé bien après. On dirait que ça s'est passé en plein milieu de la nuit. Genre peut-être quand Tina a voulu aller dormir, elle est redescendue, elle dit mais c'est bizarre, il y a pas donc la fille qui est revenue tout à l'heure. Et peut-être à ce moment-là que ça s'est passé. Je sais pas, qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis ? On va rester un peu avec les bugs dans la Matrix, les autres dimensions, etc. avec cette histoire que j'aime beaucoup et qui me donne des frissons. Elle me fait extrêmement peur. Donc on va continuer avec ça. Alors, le titre c'est « J'ai répondu à un appel de ma mère, mais elle était assise juste à côté de moi. » Voilà, c'est terrifiant. Alors, c'est arrivé l'année dernière, mais ça me donne toujours la nausée quand j'y pense. J'étais en visite chez ma mère pour le week-end. On était assises dans mon salon, toutes les deux sur le canapé.
Elle lisait quelque chose sur la tablette et moi, je scrollais sur mon téléphone. Soudain, mon téléphone a commencé à sonner. J'ai regardé et j'ai vu que c'était le nom et le numéro de ma mère. La même photo de contact, le même numéro que j'avais enregistré depuis des années. J'ai littéralement rigolé et j'ai dit « Pourquoi tu m'appelles ?» Elle a levé les yeux, confuse, et a dit « Je ne t'appelle pas ». J'ai mis mon téléphone en haut-parleur et j'ai répondu, en pensant que c'était peut-être un bug ou un appel accidentel. Mais à l'autre bout du fil, c'était la voix de ma mère. Ça sonnait lointain, comme si elle était en haut-parleur dans une grande pièce vide. Elle a dit « Salut, où es-tu ?» sur ce ton décontracté. J'ai figé et j'ai regardé la vraie maman assise à côté de moi. Elle avait l'air pâle et a chuchoté « Raccroche ». Je l'ai fait. Le journal des appels montrait que ça venait de son numéro exact. On a immédiatement vérifié son téléphone, aucun appel sortant, aucun appel manqué, rien. Plus tard dans la nuit, j'ai essayé d'en plaisanter, mais elle a avoué quelque chose qui a empiré les choses. Ça lui est déjà arrivé 2 fois. Une fois avec le numéro de sa sœur et une fois avec son propre téléphone fixe qui appelait son portable. Ni l'une ni l'autre n'avons d'explication et je ne suis pas sûre d'en vouloir une. Celle-là, elle me met vraiment des frissons. Je trouve que c'est horrible. Surtout qu'on pourrait croire que c'est quelqu'un qui a piraté le téléphone, ça peut se faire, et qui a utilisé la même voix. Mais le fait que la maman dise que ça lui est déjà arrivé plusieurs fois et que son propre téléphone fixe l'a appelé, c'est genre vraiment trop flippant parce que du coup, soit c'est vraiment quelqu'un qui s'acharne à les pirater, ce qui est quand même genre bizarre, soit c'est vraiment qu'il y a un problème avec la mère qui a vraiment 2 mamans en une et qu'elle essaye de lui voler sa place. Enfin, c'est extrêmement flippant. Donc je sais pas si ça peut être clonage vocal, piratage, mais le fait que ça soit vraiment arrivé plusieurs fois, je sais pas. C'est vraiment horrible comme histoire. Ensuite, on va passer à un autre un petit peu thème. J'aime beaucoup cette histoire aussi. Elle est un peu plus longue et en plus, ça s'est passé en France et c'était il y a 6 mois. Donc, j'aime bien parce que c'est récent. Elle précise « Je n'ai jamais écrit d'histoire sur Reddit. Je suis pas tant accoutumée à ça, mais plusieurs de mes amis m'ont suggéré de le faire, notamment parce qu'une des histoires m'est arrivée pouvait faire l'objet d'un film tellement c'était angoissant, stressant et horrifique. » Tout se passe en septembre dernier, un soir d'une longue journée de travail sur Paris épuisante, drainante, à bien des égards mais stimulante. Cette journée s'est achevée sur une discussion avec mes supérieurs qui me conduisaient à devoir travailler une fois rentrée chez moi pour quelques heures encore. Le trajet pour rentrer était d'environ 1 heure. Il y avait le dernier train de la soirée pour rentrer. Je m'assois dans le train en question, naturellement peu de monde parce que c'était un soir de semaine assez tard pour rentrer dans une ville peu fréquentée malgré tout. En regardant mon téléphone, 2% de batterie que je décide d'économiser en n'étant pas sur mon téléphone, mais la fatigue me conduit assez rapidement à m'endormir malgré moi. Ça ne faisait pas trop peur parce que ça m'est déjà arrivé de m'endormir, mais mon arrêt est le terminus de la ligne en question et des agents vérifient systématiquement que personne ne dort. Mais pas ce soir-là, apparemment. Je me réveille dans un noir total, après ce sentiment d'une nuit bien entamée. En effet, j'arrive à saisir mon téléphone et me rends compte qu'il est 2h40 du matin. Or, mon train était censé arriver à 23h30, plus ou moins. J'avais donc dormi 3 heures de plus que prévu. Je suis dans la pénombre la plus totale, aucun voyant dans le train n'est allumé et l'extérieur est une nuit noire. J'allume la lampe torche de mon téléphone pour me repérer. Mes 2% me font défaut, mon téléphone s'éteint aussitôt. Je décide tant bien que mal de me diriger vers les portes pour sortir. J'appuie sur les boutons permettant de les ouvrir, rien ne change. Le train est à l'arrêt sans électricité dedans. Les voyants d'urgence identiques, rien ne s'allume, rien ne se met en alerte. Je suis seule dans un train vide en pleine nuit. Je ne sais pas à quel point je suis loin ou non de chez moi. Je me sisais du marteau brise-vitre, mais je me sens pas assez en danger pour casser la vitre. J'essaie timidement, mais très vite je panique en me disant que c'est peut-être qu'une telle vitre coûte probablement cher et donc je repose le marteau. Je réussis à marcher dans les couloirs du train. Je crie le plus possible pour savoir s'il y a quelqu'un. Je traverse les wagons, je suis pris de panique. Je réessaie d'ouvrir, rien ne change. Je fais les étages un à un, personne ne me répond. Le train semble vide. J'arrive au dernier étage, correspondant au dernier wagon. Et en montant, je tombe sur quelqu'un d'assis face aux marches, dans une tenue complètement noire. Je distingue à peine sa silhouette et son visage parce qu'il est éclairé par son téléphone, mais ses yeux sont très blancs, ses pupilles extrêmement dilatées.
Je lui demande « Monsieur, on est arrivé à une ville ?» Il ne répond pas, laisse 5 secondes de flottement, ne bouge pas du tout, ne me regarde pas, et après 5 secondes, je répète. Ce à quoi il répond « Toi, fils de... je vais te tuer ». Pour rappel, on est dans un wagon dans le noir, du coup je pense que c'est un garçon qui a écrit l'histoire. Pour rappel, on est dans un wagon dans le noir, dans un train qui ne roule plus, sans électricité, ni possibilité d'être ouvert, mon téléphone est éteint, faute de batterie, et j'entends ça. Par sang-froid, je recule doucement, comme quand on a approché un animal trop sauvage et qu'on ne veut pas le brusquer. Je recule, toujours étant doublement vigilant à cause du noir dans lequel je me trouve. Et je me mets à courir à l'autre bout du train. Je m'en rends compte qu'un peu plus tard, mais à ce moment précis, j'ai pleuré. J'avais plus que peur. Mon corps tremblait. Je savais que j'avais peu de solutions, donc je décide de me cacher dans un porte-bagages quelques minutes. Et je me reprends. Bien qu'il était menaçant dans ses mots, il n'a pas bougé et j'essaye de me rassurer comme ça. Par je ne sais quel miracle, l'une des portes du train finit par s'ouvrir après plusieurs longues minutes à essayer d'ouvrir une à chacune des portes. Je réussis à sortir et je me rends compte que je suis très proche d'une espèce de dépôt semi-ouvert, très mal éclairé avec plusieurs trains alignés. Je marche pour me rapprocher de ce dépôt en question en restant sur le chemin de fer de mon train pour pouvoir expliquer le problème si je vois un humain. Il s'avère qu'après quelques minutes, 2-3, pas plus, minutes de marche, je vois au loin une silhouette qui semble porter un gilet jaune et je hurle comme jamais on a hurlé. Il s'approche de moi en courant, je me sens plus que soulagée, j'ai l'impression que mon problème s'arrête. Mais non. En arrivant vers moi, il me hurle dessus et me sermonne, me dit que je n'ai rien à faire ici et alors que j'essaie d'expliquer le problème, j'ai le sentiment que ça l'énerve encore plus. Voyant à quel point la situation s'envenime, je lui demande de se calmer, notamment parce que je n'ai même pas pu encore lui dire que quelqu'un d'autre était dans ce train et qu'il était potentiellement dangereux. S'étant calmé d'apparence, je lui dis avoir croisé quelqu'un m'ayant menacé et il me dit d'aller le chercher. Naturellement, je dis que non, c'est hors de question que j'y aille seule. Il m'insulte littéralement. Me dit que seules les femmes ont peur d'être face à un homme et que j'ai rien à craindre. Je demande à ce qu'il appelle la police pour expliquer la situation car je ne serai pas aidée par lui-même. Il rigole et me dit qu'il n'appellera personne. Voyant mon immobilisme, il se décide d'aller chercher la personne en question et finit 5 minutes après par sortir avec elle. Le garçon en question est grand, de plus ou moins 1m90, un peu plus âgé que moi. Il dit qu'il avait 22 ans et qu'il en avait probablement 25. Il a un timbre de voix grave et nous menace à nouveau. Menace de nous égorger, de nous tuer, de nous retrouver après ça. Il était incohérent dans l'endroit où il s'était allé, disant vouloir aller à Paris alors qu'on en venait. Il semblait très drogué, je crois, mais surtout livide, sans envie de déposséder, bien qu'en colère et en perte de ses moyens. Je dis à l'agent vouloir rentrer chez moi. Il me dit qu'il faudra que j'y aille seule, que c'est 45 minutes de marche le long des rails de chemin de fer, après quoi la gare sera à notre gauche. Il me demande de raccompagner l'autre homme, qu'on appellera Yann. Évidemment, je dis que jamais je ferai ça, je veux pas prendre ce risque, encore moins que la personne ayant menacé de me tuer et qui en semble capable. L'agent maintient que son travail n'est pas de faire dans le social et qu'il ne nous suivra pas. J'ai maintenu qu'en l'état je ne bougerai pas, s'il ne venait pas, sans quoi il faudra appeler la police pour que je bouge de son lieu de travail. Je suis plus que respectueux pour lui et ses conditions, mais je ne pouvais malheureusement pas faire autrement. Il finit alors par céder et accepte de nous raccompagner quelques mètres, mais pas tout le trajet. On marche alors tous ensemble, Yann est plus loin devant nous, après avoir à nouveau injurié et avoir dit qu'il nous trouverait, lui et ses amis, et de nous tuer dès qu'il en aurait l'occasion. J'essaie de parler à l'agent, celui-ci ne me répond pas, s'agace, souffle, soupire, s'énerve et me dit qu'à cause de moi, il doit faire ça. Au loin, dans la nuit noire, seulement éclairé de la lampe torche de l'agent, on arrive à entendre au loin un train se rapprocher de nous petit à petit, mais il arrive face à nous. Et à ce moment, Yann change d'attitude, hurle « ça arrive », ce que je peine à comprendre, et à mesure que le train arrive, il accélère le pas et finit finalement par changer de rail en courant et manque un peu de se faire renverser par le train, roulant à la plus haute vitesse, rattrapé par l'agent l'ayant plaqué au sol avant qu'il n'y parvienne. Je me retrouve immobile, je me souviens avoir arrêté de bouger, ça s'est passé très vite. Je me suis très rapidement projetée face à la mort de quelqu'un, j'étais sous état de choc, même si je n'avais qu'en tête de rentrer chez moi vite pour sortir de ce cauchemar qui n'en finissait pas. Il se redresse et commence à essayer de se battre avec l'agent de nuit. Hurle qu'il a eu 8 vies et qu'il avait décidé de ce soir d'en prendre une et que personne ne devrait l'en empêcher. La situation se tasse et pour la première fois l'agent finit par me parler et me demande si je connais bien le coin. Je ne sais pas pourquoi je me mets à vouloir prouver. Je dis que je connais très bien la ville dans laquelle j'habite depuis 6 mois. C'était que un peu vrai. Et il me dit on va voir ça. Ce que je comprends pas trop.
On a marché 30 minutes environ, il restait donc d'après ses dires plus que 15 à 20 minutes à pied pour aller à la gare, on était toujours sur les chemins de fer. Il me dit cette phrase: si tu connais bien, tu vas pas galérer à rentrer chez toi. On descend alors une dizaine de marches, j'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe et on est face à une porte qui donne sur un sas. Il ouvre la première porte, dit à Yann d'avancer, il s'exécute et part devant, ouvre la seconde porte du sas et se retourne sous un tunnel que j'aperçois brièvement. La porte se referme aussitôt derrière Yann. Je suis dans ce sas, je me retourne vers l'agent et je lui dis: monsieur, je ne connais pas si bien. Je l'entends rire et aussitôt il ferme la porte. Sauf que ces portes sont ouvrables qu'avec des clés. Je suis donc face à une porte derrière laquelle il y a potentiellement Yann et derrière moi une porte que je ne peux plus ouvrir. C'est vraiment horrible cette histoire. À l'aide. Je me mets à patienter les plus longues minutes de ma vie. J'essaie de rallumer mon téléphone qui ne veut pourtant rien savoir. Je frappe à la porte en criant, rien n'y fait, puis je me résous à patienter simplement. Au bout de ce qui semble être 20-30 minutes, je prends mon courage à deux mains pour ouvrir la porte du sas qui donne sur le tunnel. J'avance quelques pas et à ma droite il y a un mur avec un retour dans lequel on peut facilement se cacher sans que quelqu'un nous voie. J'arrive dans cette direction qui était celle de la gare. Il fait nuit noire sous ce tunnel, seule la lune aide à se repérer très légèrement grâce aux brumes au loin. J'avance dans le tunnel et derrière moi j'entends un raclement de parpaings au sol et je me retourne en voyant cette même silhouette noire qui était avec moi dans le train. Yann, un parpaing dans les mains. C'est de pire en pire, je sais pas quand ça va finir. Je me mets à courir comme jamais je n'avais réussi à le faire, dans la direction que l'agent m'avait donnée pour pouvoir retrouver la gare. J'ai entendu au début de ma course qu'on me suivait assez rapidement, mais ça ne semblait plus être le cas. Je suis arrivée à la gare 5-6 minutes après ça, que j'ai réussi à retrouver grâce à je ne sais quel miracle sur ma route. J'ai croisé une voiture, à qui j'ai essayé de demander de l'aide, mais qui n'a jamais voulu s'arrêter. Il devait être 3h, 4h du matin. Une fois à la gare, j'ai couru 7-8 minutes additionnelles vers chez moi et j'ai réussi à rentrer. À peine le portail passé, j'ai vomi et pleuré de ce qui venait de se passer. J'ai passé quelques heures à regarder au travers de la fenêtre si on m'avait suivi. Au final, non. Mais cette histoire aura eu le mérite d'être l'une des plus grandes peurs que mon corps n'ait jamais connues, ayant fait face aussi à l'incompétence et la non-assistance de personnes en danger, très clairement. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à en faire une histoire qui suscite de l'intérêt et qui me permet de me faire des potes rapidement, tellement je la raconte assez bien. Et tout va bien, j'ai juste arrêté de m'endormir dans les trains. Pour cette dernière histoire, nous allons faire une histoire un petit peu plus paranormale, d'énergie, etc. pour changer un peu. Donc le titre, c'est une nounou qui a mal tourné. Enfin, genre, on avait une nounou et ça a mal tourné en gros. Alors, l'année dernière, on a embauché une nounou pour s'occuper de notre bébé. Elle n'est restée que 3 mois, mais pendant ce temps, notre maison est devenue méconnaissable. Comme si quelque chose de vraiment sombre était entré chez nous avec elle. Le premier avertissement est venu le soir de l'entretien. Ce soir-là, on est descendu, on a trouvé une chauve-souris morte dans notre sous-sol. On ne sait toujours pas comment elle est arrivée là. Après qu'elle ait commencé à travailler, des oiseaux morts sont arrivés. Chaque semaine, quand elle venait garder le petit, un oiseau frappait notre fenêtre et mourait. C'était aléatoire mais bizarre. À la fin de ces mois, on en avait compté 8. À l'intérieur, nos poissons, qu'on avait depuis 2 ans, sont morts. Nos plantes se sont toutes flétries et l'air était lourd, comme s'il y avait quelque chose de mauvais chez nous. Notre chien n'aimait pas quand elle tenait notre fils et lui aboyait dessus constamment. Le jour où on l'a renvoyé, il lui a grogné dessus 3 fois. Pendant ces 3 mois, je me suis blessée au genou, mon mari est tombé dans le sous-sol, s'est fait mal à l'épaule et sa voiture a soudainement eu des problèmes avec une réparation à 1500 $. On a des voitures assez récentes. Notre bébé de 6 mois a fini à l'hôpital avec une infection urinaire, ce qui n'est pas courant pour son âge. Notre chien a eu une pancréatite 3 fois. Ça nous épuisait émotionnellement avec les visites chez les vétérinaires, les factures. On était malade presque tous les week-ends avec une sensation de nausée et un sentiment général de malaise. Et au moment où on l'a renvoyé, tout s'est arrêté. Ça fait 1 an maintenant. Pas un seul oiseau n'a frappé nos fenêtres. Plus de ma chance. Parfois, je me demande si elle a emmené le mal ailleurs. Moi, ça, j'y crois à fond. Les gens qui ont des bonnes énergies, qui ont des mauvaises énergies, qui ramènent des trucs avec eux et tout. C'est super flippant. En plus, vraiment, genre, ça peut pas être une coïncidence parce que tout s'est arrêté après. Il n'y a plus rien eu alors qu'il y a plein de trucs à la suite. Alors, ils ont vraiment pas eu beaucoup de chance. Mais quand tu sens l'air qui est bizarre, l'atmosphère et tout, c'est vraiment horrible. Carrément, moi je pense que j'aurais nettoyé le lieu à la fin, on sait jamais quoi. Mais bon, bref, voilà pour ces histoires Reddit. J'espère
qu'elles vous auront plu d'une certaine façon. Voilà, désolée si je lisais pas très bien et tout ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces histoires Reddit. Ça m'a foutu grave des frissons parce que là je suis toute seule dans la maison, là dans le studio, je suis toute seule et tout. J'ai eu grave des frissons. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et passez une très bonne nuit de sommeil. Dormez bien. Voilà, et vous endormez pas dans les trains surtout. Bisous.